Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo privée. J'insiste sur le terme privé. Je vous rappelle que tout se trace sur Internet, donc c'est pas la peine de partager le lien s'il vous plaît. Donc j'ai pas fait de montage ou autre, ce que j'avais sous la main. Il n'y a pas de script travaillé, il n'y a rien du tout. C'est du brut de fonderie. Comme annoncé dans l'audio, la finalité c'est de partager avec vous la grande décision que je viens de prendre. Et cette grande décision, eh bien, elle consiste tout simplement à faire ce que je dis, ce que j'ai pas toujours fait, ce que j'ai éventuellement partagé, mais éventuellement surtout ce que j'aurais dû faire et ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire dézoomer, analyser, être contrarien, suivre les baleines que je sais pister et chasser, puis exécuter le plan et mes stratégies. Alors mes stratégies parce que effectivement que l'on trade ou que l'on investisse, c'est pas le même mindset et donc c'est pas les mêmes stratégies non plus. Donc deux salles, deux ambiances, mais à gérer indépendamment, avec la même tête, mais deux casquettes. Et je vous rappelle qu'une stratégie qui n'est pas backtestée ni maîtrisée, ça sert à rien, voire c'est dangereux. C'est comme imaginer porter un gilet pare-balles et avoir oublié de le mettre, donc aucun intérêt. Et donc ensuite, je vais exécuter le plan. Alors, le plan, ça va avant la stratégie. L'or, c'est un homme, une vision et un plan. Et un plan avec des stratégies comme je viens de vous le dire. Alors, le plan, c'est le truc sur lequel j'ai passé le plus de temps parce que avant d'aller au combat, et on va décrire de quel combat il s'agit, eh bien, avant d'aller au combat, effectivement, il faut surtout un plan et un plan de sortie. On ne rentre pas dans un combat si on n'a pas préparé quelques sorties qui, là, dans notre cas, s'appellent des take profits. Alors, parce que le plus difficile dans ces phases de bull run et en trading, c'est de prendre des profits. Il faut donc, à mon avis, j'ai à moitié connu un bull run, mais il faut avoir connu un bull run pour savoir quelle est la difficulté de sortir et de se dire ça ira pas plus haut, j'ai déjà pris ce que j'avais à prendre, et ça, ce que j'avais à prendre, ça sous-entend avoir des objectifs définis, comme le préconise quasiment tous mes, tous mes mentors, ou du moins créateurs de contenu, et donc que je suis. Et donc pour ça, euh, c'est comme n'importe quel grand sportif, hein. Le trading, c'est un sport de haut niveau qui se pratique également en amateur comme le marathon, hein. Le trading, c'est pas un sprint, c'est un marathon ou un match de tennis ou ce que vous voulez. Et quand Serena Williams rentre sur le court, eh bien ma foi, elle est hyper préparée. Sinon, elle sait que si tu n'as pas de plan, son père lui répétait tout le temps, si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas de plan, tu planifies ton échec. Et donc au plan, alors on évite les plans avec des chiffres ronds, des machins, et pareil, il faut, dans sa stratégie, il faut définir ses objectifs, et je pense qu'on ne peut pas se permettre de choisir, de retenir des objectifs à court terme. Il faut forcément, enfin, on ne peut pas dire je vais faire x6, x10 sur un cycle, ça fait pas de sens, ça fait pas sens. Et donc, il me paraît plus sain de raisonner sur plusieurs cycles. Donc voilà, avant de vous expliquer ce que je vais faire, notamment sur Bitcoin, Solana et surtout Ethereum qui prête à discussion ou à polémique en ce moment. Je vais vous montrer pourquoi et comment je m'y prends. Et après, je ferai une description complète de ce que je fais. Et encore une fois, ceci n'est pas un conseil, c'est simplement un échange en toute transparence. J'espère que l'audio ne sera pas trop pourri. Je ne suis pas dans mon espèce de studio, ma cabine d'enregistrement. J'ai pas de micro, donc je fais ça brut de fonderie. Et c'est parti. Alors, de quel combat parle-t-on? Eh bien, il y a trois combats que vous allez devoir mener. Le premier combat, c'est contre le marché. Et je vous rappelle que le marché, c'est jamais qu'un outil pour faire passer l'argent des mains faibles, donc des impatients, aux mains fortes, c'est-à-dire des patients. Et donc, les patients, ce sont les institutionnels. Ils ont tout le temps pour eux. Que le bull run commence le 1er février parce que ça fait X jours par rapport au halving ou ainsi de suite, ils s'en foutent de ça. Euh, donc le marché, et le marché des cryptos, c'est le marché le plus vicieux qui existe. Il n'y a pas pire,
et parce qu'il n'y a pas plus volatile, il n'y a pas plus nerveux. C'est des masses considérables maintenant qui sont déplacées, et c'est fini le temps des cyberpunk, des cycles, il y a du dernier cycle ou celui d'avant, et ça va être de pire en pire parce que ce marché des cryptos va être de plus en plus institutionnalisé. Donc le deuxième combat que vous allez devoir mener, c'est le combat contre les institutions qui ont notamment accès aux order books, aux carnets d'ordre, donc qui savent parfaitement les niveaux auxquels ils peuvent attaquer, comment ils vont s'y prendre, les volumes qui sont concernés, et donc ils ont tous les outils pour ça, et ça génère forcément ce qu'on appelle, c'est l'indice Fear and Greed qui va de 0 à 100. Donc il y a le premier tiers, c'est la peur, ensuite ça représente le deuxième tiers, c'est le neutre, et ensuite c'est la folie douce quand on est dans la phase parabolique. Donc ça se représente sous plusieurs formes. Là je vous ai mis une forme, et vous pouvez regarder que la peur des particuliers, qui est légitime, hein, je ne juge pas ici, mais cette peur des particuliers, comme par hasard, alors la diapo, je l'ai empruntée à Paul de Cryptoformation comme à d'autres, mais Paul Cryptoformation est quelqu'un, ils sont quand même 7 chercheurs à plein temps sur les cryptos, je suis abonné chez eux et ça donne des résultats, surtout des analyses beaucoup plus profondes. Donc quand il y a la petite télé là, c'est la phase où les médias, tout le monde en parle. Et effectivement, si vous ne comprenez pas la règle, qui consiste à dire qu'ils vont vous user par les prix et ils vont vous user par le temps. Ils ont ces deux outils pour faire plier les mains faibles. Et si vous comprenez pas si vous comprenez pas la règle du jeu, faut pas jouer, parce que de toute façon, sinon, vous allez leur apporter vos cryptos pour une bouchée de pain. Là, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ça ressemble étrangement à une capitulation par les temps. Et donc, ce que font également les institutionnels, c'est qu'ils achètent en spot, donc ils achètent du Bitcoin comme vous et moi, et ils shortent. Ils short, c'est-à-dire qu'ils achètent des options à la baisse pour couvrir leur stratégie. C'est une stratégie qu'on appelle à delta neutre, je vous en ai déjà parlé. C'est pas, encore une fois, c'est pas une leçon. Et donc, quand on regarde ce que ça donne, on est en ce moment sur la pire des corrections sur les altcoins. Alors que vous voyez que le Bitcoin, globalement, le Bitcoin qui est en jaune, n'a quasiment pas bougé, eh bien, les altcoins ont pris il y en a qui ont pris moins 50, moins 60%, y compris les altcoins de qualité. Et donc, ça se traduit par de la peur, et ça se traduit également par un intérêt que les particuliers, qu'on appelle les retail, un intérêt que les particuliers portent aux cryptos. Et donc ça se mesure, et donc il y a forcément des graphes. Tout ce qui se mesure se gère et se représente, et donc on a des graphes qui nous donnent d'une part l'intérêt, la peur, l'intérêt, et puis sinon vous regardez le nombre de recherches sur Google Trends, nombre de recherches du mot Bitcoin, crypto et autres, et ça vous donne des indices. Et vous voyez donc sur ce graphe qui représente ce qu'on appelle l'open interest par rapport au cours du Bitcoin, eh bien vous voyez que l'intérêt des particuliers, et donc encore une fois selon les indicateurs que peuvent être les recherches Google ou autres, eh bien vous voyez que l'intérêt des particuliers baisse très très rapidement dès que les cours baissent, jusqu'à être voire en négatif, c'est-à-dire rejeté, et surtout on a des chutes drastiques, alors que le cours du Bitcoin a très peu varié. Et encore une fois, il a très peu varié, et je vais y revenir après. Ça dépend sur quelle échelle on le regarde. Mais il est évident qu'en tant qu'acheteur un peu affûté, on achète quand l'open interest est au minimum. Sinon, on est sûr d'acheter des sommets de marché et de prendre une tôle. Et donc, le troisième adversaire ou ennemi, selon la version que l'on veut, eh bien, c'est vous-même. C'est vous-même, parce que, sauf un robot ou une IA, et encore pour l'instant, et jusqu'à présent, on va dire, n'est soumis à la peur naturelle, surtout dans ces conditions, quand on joue avec son argent, et encore une fois, donc, on ne joue que ce que l'on peut perdre, on ne vend pas la maison, on n'hypothèque pas la bagnole et la belle-mère pour miser et jouer, dans ce cas-là,
sur les cryptos. Vaut mieux acheter un billet de loto, surtout si on n'a pas de savoir-faire ni de stratégie et si on y va en écoutant ce qui se dit sur les réseaux sociaux. D'autant plus que ces réseaux sociaux servent souvent d'ailleurs, sans le savoir, c'est des gens de bonne volonté, mais ils servent de caisse-résonance à ceux qu'on appelle les market makers, donc les institutionnels, qui ont tout intérêt à garder les prix bas pour pouvoir acheter d'une part sur le marché de gré à gré, en OTC, en dessous du comptoir, et d'autre part, acheter tranquillement. Mais quand on regarde, et je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, sur la quantité d'ETF Ethereum et ainsi de suite, dont se sont goinfrés les BlackRock et compagnie, c'est complètement décorrélé du ressenti que l'on peut avoir. Et donc, vous avez deux antidotes pour ça. La première, c'est que vous choisissez les 4-5 créateurs de contenu, que je vais appeler mentors, mais surtout pas gourous, créateurs de contenu qui ne pensent pas la même chose et surtout qui ne pensent pas comme vous, et vous n'écoutez que cela et vous vous déconnectez effectivement des réseaux sociaux et autres, parce que d'abord, ça vous bouffe du temps qui est mieux utilisé ailleurs, et ensuite, ça vous bouffe le cerveau, parce que regarder des choses négatives, ça vous rend forcément négatif, et c'est là que ça vous fait soit prendre des effets de levier, soit acheter en sommet de marché, parce que vous n'avez pas la patience d'attendre la correction, ou vous n'avez pas su acheter avant sur les plus bas, et donc ça c'est mortel. Et le deuxième outil, c'est le dézoom, dont je vais parler maintenant, et le dézoom, c'est au moins à l'échelle de la semaine, voire du mois. Et vous allez voir que le dézoom, tel que je vais vous le présenter, et tel que l'a présenté mon premier prof il y a 8 ans, chez qui j'ai pris une formation d'1 an pour apprendre à trader, et j'en ai repris 2-3 après, et bien hier c'était samedi, et le samedi c'est sa vidéo du week-end qui me remet un peu dans mon cadre. Et donc Cédric Foment, Crypto Surfer, vous allez voir, c'est un outil magique. Donc là, voici ce qui est ma représentation aujourd'hui que j'ai tous les yeux sous les jours. En réalité, j'ai 4 cadrans sur mon grand écran et donc j'ai une vision en daily, une vision à 3 jours qui me paraît être une bonne échelle pour regarder la tendance. Encore une fois, on ne joue jamais contre la tendance. Donc la première question, c'est quelle est la tendance? Ensuite, j'ai une autre en weekly et une à 4 heures quand vraiment je veux affiner. Eh bien, la 4 heures, je vais la virer et je vais la remplacer par une mensuelle. Donc là, qu'est-ce que je vois sur mon graphe? Je vois qu'effectivement, ce Bitcoin, il est dans un range entre 92 et 110, on va dire, à la louche. Si on avait clôturé au-dessus de 98, on avait toutes les chances de prendre la flèche bleue. Et puis, dans le pire des cas, on peut descendre au premier palier ou au deuxième palier, suivant les flèches rouges. Et en 3 jours, effectivement, on voit bien que le Bitcoin est monté par escalier. Et bien maintenant, si je prends la diapo de Cédric en weekly. Donc déjà, ce que l'on voit, c'est que c'est plus propre, c'est plus épuré, c'est plus zoomé. Là, vous avez sa photo, mais peu importe. Et donc, qu'est-ce qu'on constate là-dessus? C'est qu'on a une très forte contraction de la volatilité en weekly, qu'on a effectivement 2 beaux creux qui sont en train de se fermer. On a une consolidation de tendance et on a ce que lui appelle une micro-base, et donc il nous dessine là effectivement la position que ça pourrait prendre. Et là, ce que l'on constate, c'est que on n'a vraiment pas de quoi s'affoler. Par contre, quand on passe en mensuel, là ça devient vraiment intéressant. En mensuel, on y retrouve effectivement cette même contraction, mais on regarde également dans ce grand canal haussier qu'on a en mensuel, et ben ça nous donne une idée des objectifs à tenir. Et on voit que là, il n'y a pas de quoi se bouffer le neurone comme le singe d'avant, puisque globalement, tant qu'on ne casse pas la résistance qui est en trait noir en dessous, et bien ma foi, une fois qu'on aura cassé, tant qu'on ne casse pas, excusez-moi, le support en trait noir foncé en dessous, et bien si on casse effectivement au-dessus de 110, derrière, on a un large et beau chemin dégagé qui ne sera pas encore une fois un long fleuve tranquille et une droite, mais qui nous permet d'avoir une vision des objectifs sur le très long terme, que ce soit sur un cycle ou sur 2 cycles.
Et ce que l'on constate également sur cette diapo, eh ben, c'est que le bull run a réellement commencé en 2024 par 3 mois de consolidation, c'est-à-dire que c'était le moment où il fallait se positionner, et potentiellement, ça nous donne mars ou avril pour la phase mania où ça va monter très fort et très haut, et donc là, il n'y aura plus de place pour se positionner, si ce n'est courir après les bougies vertes, et donc ça, c'est pas un bon plan. Et puis, derrière, on va courir après les prix et on va avoir une phase exponentielle et ça peut arriver à n'importe quel moment. Ce qui veut dire qu'arriver à n'importe quel moment, si vous n'êtes pas prêt, si vous avez mis des alertes et autres, c'est bien, mais si vous avez mis des ordres à plage de déclenchement, c'est encore mieux puisque vous allez monter dans le train une fois qu'il sera parti et que vous serez sûr qu'il part dans le bon sens. Ça, c'est pour la technique. Maintenant, je passe au sujet suivant qui est l'Ethereum et sujet ô combien intéressant. Quand on regarde sur mes diapos, là j'ai fait exprès de vous mettre d'une part l'espèce de grande tasse et anse qui s'est constituée, et la tasse et anse, cette figure en violet là que vous voyez avec les deux bosses inversées, les deux creux, eh bien c'est une des figures chartistes les plus puissantes pour déclencher un bull run quand on casse effectivement la ligne de coup en haut, qui peut être la première ou la deuxième, peu importe, ça dépend comment on le positionne, mais ça c'est pas important. Et on voit également que sur le graphe en daily, l'Ethereum est dans un wedge, donc un drapeau baissier, et donc on voit qu'on est en bas de ce drapeau baissier. Donc soit potentiellement on continue le long de la ligne rouge, soit la logique voudrait qu'on aille chercher le haut de la ligne bleue et qu'après potentiellement on casse cette résistance oblique bleue ou pas, ou qu'on redescende récupérer la rouge dans le cadre de ce flag descendant. Et je crois que je vous l'avais déjà passé cette diapo, sur la figure en dessous en échelle 3 jours, eh bien on y voit apparaître ce que je considère comme étant les trois zones. Les trois zones, la première c'est l'accumulation logique, la zone moyenne, on peut encore se positionner sur le bas de cette zone moyenne, comme par hasard c'est la situation d'aujourd'hui. Et après, on est dans la phase de hausse où là, encore une fois, ça revient à courir après les prix. Ça, c'est une des premières raisons, éventuellement, de se positionner sur l'Ethereum aujourd'hui. Parce qu'on constate donc l'Ethereum étant cette espèce de grand triangle avec en haut la ligne bleue horizontale qui est l'ATH all-time high, c'est-à-dire le point le plus haut qu'ait jamais atteint l'Ethereum, et en bas on voit bien qu'on est dans un triangle. Donc potentiellement on va pouvoir travailler dans ce triangle un bout de temps et de faire des allers-retours jusqu'à ce que le marché décide de lancer ce qu'on appelle l'altcoin saison, c'est-à-dire que quand les liquidités qui sont affectées au Bitcoin d'aujourd'hui vont venir toucher, éclairer, arroser l'Ethereum, et ensuite ça passera sur les altcoins. Ça, c'est le déroulement d'un cycle normal. Or, je ne suis pas sûr que l'on soit dans un cycle normal. La normalité, ça n'existe que dans les textes. Et les stratégies ne résistent jamais au premier coup de feu. Et passons maintenant donc à la diapo de Cédric. Donc on voit, on est en weekly là, on voit qu'effectivement notre Ethereum est dans un espèce de range. Alors lui il l'a mis à l'horizontale, et les petits traits en bleu ciel là qu'il met, c'est ce que pourrait faire l'Ethereum si, encore une fois, dans une logique. Donc on voit bien que ça fricote un petit peu, ça va chercher un peu plus haut, et à un moment ça va casser les 4000 ou je sais plus combien qui sont la résistance pour aller vers plus haut. Et plus haut, c'est où? Eh bien, quand on passe effectivement en mensuel sur son graphe, eh bien, on voit que derrière, il y a du chemin à faire pour rester sans cette espèce de grand triangle mensuel, triangle haussier mensuel. Et ce dont je viens de m'apercevoir en vous faisant cette vidéo, c'est qu'effectivement, pour lui, il vise comme j'ai pu vous le dire il y a 2 jours, il vise les 28 000, mais moi, ces 28 000, je ne les imaginais pas dans ce cycle. Apparemment, on est bien sur 28 000 de target possibles. Alors quand après, lui, apparemment, si je regarde son échelle temps, ça peut rentrer sur ce cycle, et pour moi, potentiellement, ce sera le suivant. Et si c'est le suivant, ça veut dire qu'entre-temps, ça va redescendre forcément.
Donc en fin de compte, quel est le problème de l'Ethereum en ce moment, au 16 février, là où je vous parle, 16-17? Eh bien, est-ce que c'est son prix ou est-ce que c'est mon prix d'achat? Je pense que c'est plutôt mon prix d'achat qui n'a pas été le bon, dans la mesure où je l'ai mal timé, et c'est surtout que j'ai couru après les bougies. Si je regarde Ethereum, alors c'est une, on va dire, c'est un dinosaure du paysage crypto. Certes, il y a Solana aujourd'hui qui est moins cher, ainsi de suite, mais vous allez voir que Solana, qui attire surtout des meme coins, va forcément trouver les limites. Par ailleurs, Ethereum, ça reste, je dirais, la blockchain des institutionnels. Or, qui va faire le jeu, c'est les BlackRock et compagnie. Ils ne vont pas aller s'amuser sur des blockchains qui ne sont pas sécurisées. Qui plus est, il y a des corrections, enfin des nouvelles versions qui arrivent, des nouvelles mises à jour d'Ethereum qui arrivent et qui vont le rendre plus rapide et moins cher. Et donc je pense qu'Ethereum, et je reviendrai après sur ce que moi je fais, mais je pense que le problème d'Ethereum, ou du moins mon problème avec le prix d'Ethereum, c'est pas le prix d'Ethereum aujourd'hui, pas plus que la figure chartiste. Le problème, c'est mon prix d'achat. Maintenant, directement sur l'échelle mensuelle pour Solana, donc le concurrent, on va dire, de XRP, d'Ethereum, excusez-moi, en termes de technologie, il y en a un qui est monolithique, pas l'autre, enfin, on reviendra dessus après. Eh bien, ma foi, on voit que là, c'est comme tout le monde, il y a une très faible volatilité, et donc on a également un double top et un double bottom. On est dans un canal, dans un range qui demande qu'à péter par le haut pour aller chercher très très haut, pareil en un cycle ou en deux cycles. Maintenant, passons à l'XRP. Alors lui, l'XRP, il a une situation particulière dans la mesure où il est sorti d'un très très long, là on est en mensuel, hein. On est sorti d'un très très long triangle. Je sais que Cédric, ça fait des années qu'il est positionné dessus, donc il a acheté en petit à petit là, sur tous les bas, donc il a fait une très très belle opération, hein. Je crois que ça fait 2 ans, au moins 2 ans qu'il nous parle de XRP et qu'il se positionne. Donc là, on a cassé ce grand triangle et on voit que si jamais on vient casser la petite résistance là et la petite bougie rouge avec une grande mèche en bas qu'on a eue, c'est très bon signe parce que la grande mèche, ça veut dire que les prix sont descendus très bas, mais ils ont été rachetés avant la clôture. Ça veut dire il y a des acheteurs qui l'attendent à l'orée du bois et qui l'empêchent de descendre. Et si jamais ça casse, et ben pareil, derrière, on est en découverte de prix, donc on a je ne sais quoi, ce que voudra bien nous donner le marché. Alors, comment est-ce que je procède pour vous sortir autant d'âneries au cours des audios et de cette vidéo? Eh bien, bizarrement, je commence par une analyse géopolitique, mais analyse et situation géopolitique que j'entretiens en permanence avec de la veille particulièrement chronophage. Là, je prends un exemple. Donc, tout le monde est au courant que le président Trump retourne la table, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et donc forcément, ça a des conséquences. Mais tout élément géopolitique, toute décision, tout mouvement a potentiellement des conséquences sur l'économie. Et donc là, si je prends un exemple, et c'est juste un exemple, je prends par exemple les négociations de paix sur l'Ukraine. Alors, peu importe, on en pense ce qu'on en veut, mais les conséquences immédiates, elles sont que les actions des entreprises, on va dire, d'armement américains, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop, je crois que c'est Northrop Grumman d'ailleurs le nom, et Raytheon, les quatre, eh bien, à ma foi, chutent. Ça, les gens qui tradent les actions pouvaient l'anticiper dès qu'on a appris le coup de téléphone de Trump à Poutine ou du président Poutine au président Trump, peu importe. Le sens, toujours est-il que les conséquences sont là. Alors, moi, j'ai une astuce quand je loupe un départ comme ça, par exemple, je sais pas, le pétrole monte d'un seul coup, j'étais ailleurs, j'ai pas pensé, eh bien, je vais chercher les effets sur le rang 2 et le rang 3. Donc, je regarde le cours du plastique, ensuite le cours des matières transformées, et ainsi de suite. Deuxièmement, euh, je, je surveille les grands indicateurs. Alors, quels sont ces grands indicateurs? D'abord, comme disait Frédéric Bastiat, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et je m'intéresse à ce qui se voit forcément, puisque je l'ai sous les yeux, mais je vais chercher ce qui ne se voit pas. Et en ce moment, effectivement, comme dit Paul, c'est le porno de la peur. On nous vend
On nous vend tout ce qui fait peur, hein. En gros, la crise de l'immobilier en Chine, mais qui est bien réelle. Taïwan, DeepSeek qui met à plat, qui met à plat ChatGPT. Qu'est-ce qu'on nous a sorti les tarifs douaniers. Enfin, tout est bon pour nous faire peur, sauf que pendant ce temps-là, quand je regarde le SP500, eh bien, ma foi, le SP500, il a jamais été aussi haut. Et j'ai piqué la diapo à Paul Crypto Formation, qui a eu la gentillesse de nous mettre les effets de panique ressentis. Ensuite, ce SP500, juste comme ça par curiosité, curiosité, je le compare à l'Euro 600. Et donc au stock 600 et puis au marché émergent. Ça donne toujours une idée de savoir, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure. Là, c'est peut-être l'inverse. Ensuite, troisièmement, pour comparer effectivement d'autres facteurs, d'autres indices économiques, je regarde le dollar, les monnaies, et notamment, surtout et uniquement le dollar. Et là, on voit que le dollar, d'une part, a fait un triple top, et d'autre part, il a amorté, il est quasiment dans un wedge descendant. Donc on sait qu'il y a 10 à 12% là. Là, sur le prochain support, on est à 7%, mais globalement, il va en bas du support, il y a 10 à 12% à gratter sur le dollar. Je regarde la M2 globale. La M2 globale, c'est donc la M2 des États-Unis plus les grandes économies développées. Eh bien, donc M2, c'est la masse monétaire d'argent liquide, donc M1, plus celle facilement mobilisable. Donc, en gros, ce sont les liquidités qui sont accessibles pour injecter dans l'économie ou dans les marchés à risque, qu'on appelle les marchés risk-on, c'est-à-dire actions et crypto par excellence, et ce par opposition aux obligations d'État ou l'autre. Et alors concernant la monnaie et les liquidités, même si la bande d'Elon fait des économies, je pense que la planche à billets, de toute façon, continuera à alimenter la montagne de dettes américaine et européenne. Et voilà, on est tous endettés jusqu'au cou. C'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, mais les conséquences sont là. Ensuite, je vais jeter un œil sur l'inflation, mais pas le CPI ou les indices qui font trembler tous les mois en attendant la sainte parole de la Fed. Je regarde un indicateur avancé et surtout en temps réel via le logiciel Trueflation. Et donc c'est mis à jour tous les jours, et c'est surtout que c'est basé sur un panier de matières qui n'exclut pas l'alimentaire et l'énergie, ce qui effectivement n'a pas de sens. Ensuite, je vais regarder le pétrole, car l'économie, c'est jamais que de l'énergie transformée. Et là, je regarde sur du long terme et je zoome pour regarder la tendance à court terme, parce que généralement, ça bouge très rapidement derrière. Ensuite, de façon plus large, je m'étends aux commodities. Les commodities, globalement, c'est tout, y compris l'alimentaire et l'énergie. Et ça aussi, c'est un indicateur avancé, parce que quand les commodities augmentent, c'est un signal faible qui précède d'un trimestre, deux ou trois, une montée d'inflation, parce que forcément, c'est effet ricochet. Ensuite, je vais regarder l'or, parce que l'or, ce bon vieil or, qui est quand même la valeur refuge par excellence, elle traduit le doute, la peur, ou bien éventuellement c'est en relation avec les taux d'intérêt des bonds, c'est un tout dessus. En tout cas, j'oublie pas que l'or, c'est le grand frère de l'or numérique qu'est le Bitcoin. Donc effectivement, je vais jeter un coup d'œil sur l'or. Là, c'est la diapo de Cédric. Donc lui, il a dû prendre un ETF ou un indice quelconque. Et par contre, sinon, je regarde l'or en dollars, en sachant que le mien, je le place en euros, mais c'est l'or en dollars qui fait référence. Alors, avant de passer à ce que je vais faire, voici le cadre tel que je le décrypte, moi, tel que je le comprends, qui me pousse à faire ce que je vais faire et comment je vais le faire. Alors, évidemment, je n'oublie pas cela qui est du jamais vu dans les cycles précédents, ni cela pour un potentiel premier de la classe, qui est une claque. Il a pris un carton au dernier contrôle de Malte, mais c'est pas pour autant qu'il ne va pas rebondir, celui-ci ou les autres. Hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas un conseil ni un exemple. Je n'oublie pas que le nombre quasi infini de
de naissance spontanée, on va dire, de coins. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, la plupart sont des meme coins. Et ils sont morts à la naissance, y compris des coins étatiques ou quasi étatiques. Il y a eu 2 coins étatiques là qui ont explosé, et il y a les coins quasi étatiques de la famille Trump qui ont pumpé avant de retomber, pas complètement à zéro, mais bien retomber. Et ben, la bonne et simple raison pour laquelle cela se passe, ce sont tous des meme coins, donc soit des photos de chiens, soit des trucs attachés à des personnalités, et ce sont des coins qui ne reposent sur rien, qui n'ont aucune utilité, mais qui peuvent potentiellement effectivement diluer les liquidités à venir. Je n'oublie pas, comme expliqué précédemment, la manip des market makers, des BlackRock et compagnie, ce qu'on appelle les baleines, entre autres. Mais, je n'oublie surtout pas que nous n'avons jamais connu une situation aussi favorable pour les cryptos. Situation tant réglementaire que situation d'adoption par les institutions, ce qui d'ailleurs est un problème et un game changer. Mais il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une annonce positive, ou quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit la provenance. Une fois qu'on a écrémé et filtré les fake news et qu'on est allé creuser un peu, il y a quand même des trucs qui tiennent la route et qui sont fortement prometteurs. Je pense par exemple à la création en cours de stacking sur Ethereum, c'est-à-dire la rémunération de vos fonds que vous aurez positionnés en Ethereum, ce qui effectivement va bousculer la finance traditionnelle, mais finance traditionnelle qui a bien compris que si elle ne voulait pas mourir, il fallait qu'elle intègre et qu'elle permette aux réglementations d'intégrer les cryptos, et que ce soit Jérôme Powell, que ce soit enfin, le secrétaire du Trésor, que ce soit un tas de monde, tout le monde, ou du moins depuis le 20 décembre, ou je ne sais plus quand là, tout le monde est à fond là-dessus. Je n'oublie pas non plus la création d'ETF multi-crypto. Donc, vous pourrez acheter des paniers de crypto avec la simplicité d'un ETF. Donc, je viens de parler de l'intégration de la DeFi finance décentralisée, intégration ou mariage avec la finance classique. Je n'oublie pas l'accumulation de Bitcoin et d'Ethereum par les ETF, là, comme apparaît sur la diapo que je viens de vous mettre. Alors désolé pour le montage qui va pas être très propre, mais tout en réalisant cette vidéo, je travaillais sur un sujet qui est la transposition des cycles passés dans le futur, et je suis tombé sur une vidéo d'un créateur de contenu qui est vraiment une référence dans le milieu, dans la cryptosphère notamment. Donc son nom sous YouTube, c'est Asher. En réalité, c'est un dirigeant d'entreprise qui a 300 millions d'euros sous gestion, qui a une entreprise de minage de Bitcoin et qui a un tas d'autres entreprises. C'est un monsieur qui représente la sagesse, l'expérience et surtout la capacité d'analyse. Et comme ça fait un moment que je le suis, on a un peu changé. Et donc, je me suis aperçu qu'effectivement, je ne pouvais pas vous sortir cette vidéo sans rajouter ce morceau. Et encore une fois, je ne fais pas trop de montage, je fais du copier-coller avec un logiciel de montage, mais j'ai pas trop de temps à passer là-dessus. Et donc, on est tous les deux persuadés que les règles du jeu ont changé. Et ça, c'est primordial pour la compréhension des futurs possibles. Encore une fois, ce n'est pas des prédictions, c'est de l'analyse, mais de l'analyse sur des futurs possibles. Et donc, on peut faire ce qu'on a fait, et je vais vous faire défiler quelques diapos de différents auteurs. On peut faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on prend le passé et on le projette dans le futur. Ça, je dirais, c'est de la prospective basique. Et donc, on s'aperçoit effectivement que les cycles ont une amplitude et une durée à peu près équivalente. Par contre, une amplitude qui diminue et une volatilité qui diminue. Et ce pour 2 raisons. D'abord parce que la market cap, donc la valeur totale des cryptos a tellement augmenté que avant vous mettiez, je sais pas, 1 milliard sur la table, ça faisait bouger fortement le cours du Bitcoin. Là, je parle que du Bitcoin pour l'instant. Aujourd'hui, avec 1 milliard, vu la market cap qu'il y a, ça fait pas grand-chose. D'autre part, en
En 2025, on est à 96 000 euros et on est à 10% de l'ATH et donc tout le monde pourrait penser que globalement tout va bien. En réalité, certainement que de l'extérieur tout va bien, mais en réalité, le marché est d'une part bizarre et inhabituel. Et il est inhabituel parce que, comme je vous l'ai dit, les règles du jeu ont changé, mais également, ce qui a également changé, ce sont les acteurs qui sont autour de la table. Donc aujourd'hui, on constate des nouveaux paramètres et je dirais des nouveaux comportements. Donc les faits, on va partir des faits, c'est d'une part la dilution du marché. En 2013, quand le Bitcoin était à 1000 dollars, temps béni, enfin pour ceux qui l'ont connu, il y avait 50 cryptos sur le marché. Donc globalement, quand il y avait de l'arrivée massive de liquidités, forcément tout le monde en profitait, alors plus ou moins, et puis soit vous aviez le nez fin et vous aviez de la chance, ou vous aviez de l'analyse, soit effectivement vous partiez dans le bain. En 2013, donc 1000 dollars, 50 cryptos, 2017, 3000 cryptos, avec notamment une blockchain ETH, et en 2021, crise du Covid, des dizaines de millions de nouveaux arrivants et des dizaines de millions d'actifs, et l'offre et la demande se sont plus ou moins adaptés, ou presque. Et donc, encore une fois, c'est un marché d'offres et de demande, hein. Et les institutions iront là où les leaders vont. Quand vous avez 36 millions de cryptos comme aujourd'hui, même si sur les 36 millions, vous pouvez en acheter 30 millions parce qu'elles existent toujours, elles sont sur la blockchain, mais soit elles sont à zéro, soit elles n'existent pas. Mais il y a des changements fondamentaux qui sont en train de se produire. Et donc, quand vous avez 36 millions de crypto, en sachant que l'argent frais vient des grosses mains aujourd'hui. Les grosses mains, elles vont aller où? Et c'est bien elles qui vont faire pomper, qui vont faire grimper les cours. Les grosses mains, elles vont pas s'embêter, elles vont choisir 4-5 narratifs et puis elles vont choisir les leaders par narratif. Donc notre business, c'est de suivre les grosses mains. C'est sûr que là où ils vont aller, et quand on voit que ce marché, si je prends par exemple Hyperliquid, à la date où je vous parle, Hyperliquid, eh bien, quand ils sont montés à 16 milliards de market cap, et ce qu'on appelle une DLV, donc une valeur, si vous voulez, des fonds bloqués, 40 milliards. Eh bien, pour absorber cette partie, ça a mis quasiment une semaine pour que les cours de l'ensemble des cryptos se stabilisent, puisque Hyperliquid, si vous voulez, a servi d'aspirateur, d'éponge à liquidité. Et pendant ce temps-là, il n'y avait plus rien sur les autres. Donc il y en a qui ont connu des gros creux, mais en tout cas, ça a bougé. Alors, aujourd'hui, il se passe un truc avec les meme coins, que ce soit celle de Donald Trump, de Melania Trump, du président argentin, qui là a fait un mal pas possible au monde des cryptos, y compris institutionnel, parce qu'aujourd'hui, il avait juste oublié que sur la blockchain, tout est transparent, encore une fois, c'est un registre numérique public, donc tout le monde peut aller voir, et donc il a beau dire qu'il y était pour rien, eh bien ma foi, les gens dont c'est le métier et qui ont les outils sont allés remonter et ont constaté qu'effectivement, sa crypto-monnaie qui s'appelle Libra, je crois qu'elle s'appelait Libra, c'était jamais qu'un gros scam. Et donc, en gros, il y a 4 adresses qui détenaient tout, 4 adresses essentiellement, et des adresses qui étaient plus ou moins liées à la crypto Jupiter, qui du coup a pris moins 15% le lendemain, et il semblerait que ce soit ces 4 mêmes adresses qui aient créé la crypto de Melania Trump, avec le même truc, c'est-à-dire qu'on sort un truc bien marketé, on lève des milliards et des milliards, les créateurs en prennent, les créateurs qui détiennent 80%, alors que théoriquement, un meme coin, c'est pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on met 100% des tokens sur le marché. Là, les créateurs s'en gardent 80%. Et donc, l'offre et la demande, tout le monde arrive parce que c'est la photo de Melania Trump ou du président argentin. Et d'un seul coup, d'une part, l'équipe de Donald Trump a sorti 500 millions. Et d'autre part, le cours monte, et puis c'est la pyramide de Ponzi, et les derniers arrivés se font avoir. Et donc maintenant, on a des sociétés dont le métier, c'est de créer des meme coins, alors n'importe quoi, et c'est les marketer, et les investisseurs qui, eux, apportent de l'argent frais, ils cherchent plus les projets qui portent une techno et qui ont le plus de valeur,
mais ils vont investir sur les cryptos que les gens aiment et que les gens adaptent. Et donc c'est un espèce de business parallèle qui se met en place. Il y a des gens qui sont capables de lancer 50 cryptos dans la journée, des cryptos totalement éphémères, et ça pump, poum, ils prennent du pognon et ça recommence et ainsi de suite. Et donc, le monde est en train de changer, le monde de la crypto est en train de changer. Vous avez d'une part le Bitcoin, qui à mon avis devient monnaie et valeur de réserve, mais là c'est qu'un avis personnel. D'autre part, vous avez les cryptos qui apportent une valeur, c'est-à-dire comme une entreprise. Hein. Une entreprise, elle existe et ses actions ont de la valeur parce que l'entreprise répond à un besoin. Et donc, il y a une offre de valeur. Et là, après, vous avez tous les meme coins. Alors, on dit meme coin en anglais, mais peu importe. Meme coin, c'est pareil. Donc, tous les trucs qui, en gros, des shitcoins, quoi, des trucs de merde. Et ça crame des liquidités, ça. Forcément, les liquidités qui vont là-dessus vont pas sur les autres cryptos à valeur ajoutée. Et par ailleurs, à propos du Bitcoin, le risque a changé de sens, si vous voulez. Avant, ce qui était risqué, c'était d'avoir du Bitcoin. Aujourd'hui, ce qui devient risqué, c'est de ne pas avoir de Bitcoin. Alors, avant, le Bitcoin battait des records tous les 4 ans. Donc, là, sur les schémas que je vous montre, vous avez les différents cycles. Alors, les différentes façons de représenter les cycles. Alors, on s'amuse à compter les jours, et ainsi de suite. Et ce qui donnait le top départ d'un cycle avant, c'était le halving. Le halving, c'est la division tous les 4 ans à des dates bien précises et connues d'avance, hein, jusqu'en 2000, je ne sais plus combien, 2100 ou je ne sais pas quoi, peu importe. C'était la division par 2 de la récompense des mineurs et la division par 2 du nombre de Bitcoin minables sur les 4 ans. Et donc, au début du halving, boum, le jour du halving, forcément, c'était le départ du bull run, puisque d'un cycle haussier, donc parce qu'on avait une offre qui diminuait. Et donc, on a vu ça en 2013, 2017, 2021. Sauf qu'en 2025, 2024, il s'est passé un phénomène. Et là, c'est un changement de paradigme, c'est que le départ du cycle haussier n'a pas correspondu au halving. Le départ du cycle haussier s'est fait bien avant le halving et il s'est fait il s'est fait en novembre, je crois, novembre 2024. Et c'était quoi novembre 2024? Eh ben, c'était tout simplement le lancement des ETF par BlackRock et compagnie. Et donc, on voit bien que on a un changement là-dessus. Et ensuite, on a également un changement, c'est que les altcoins, les petites cryptos, moyennes, middle cap, on va dire, n'ont jamais ramassé une déculottée comme elles ramassent maintenant. Et qui plus est, il y a eu un faux départ avec ce changement de date de début du altcoin. Qu'est-ce qu'on constate également? Encore une fois, on est encore dans les faits. Si beaucoup d'argent va sur le BTC, vers sur Bitcoin, avec des gros détenteurs, qui absorbent une bonne partie des liquidités, ça ruisselle pas forcément en dessous. Par ailleurs, quand on regarde, et j'aime bien comparer les innovations et les ruptures technologiques. Donc les ruptures technologiques, généralement, en marketing, on apprend qu'elles ont une courbe de pénétration en S, si elle est primo-adoptant, ainsi de suite. Et quand on regarde le Bitcoin, enfin les crypto-monnaies, excusez-moi, aujourd'hui on estime que 7% des humains détiennent de la crypto. Alors plus ou moins. Hein. Et donc les gens disent, s'il y a déjà 7%, ça ne peut plus faire x100. Alors il y a une autre vision. Enfin, s'il y a 7% des humains qui détiennent déjà de la crypto, on ne peut plus faire un x20 derrière. Et puis, il y a une autre logique qui consiste à dire, attendez, s'il n'y a que 7% des gens qui ont de la crypto, on a une marge de manœuvre pas possible derrière, donc on peut faire encore... voilà. Et quand on prend par exemple, Internet ou le GSM, on voit bien que Internet a mis beaucoup de temps à pénétrer le marché jusqu'à ce qu'il y ait 10% de la population à peu près qui soit équipée. Et au-dessus des 10%, ça a flambé d'un seul coup et tout le monde a eu Internet dans un temps record. Et quand vous prenez le temps de pénétration d'une rupture technologique entre la télévision couleur et ce que vous voulez, le téléphone portable dont j'ai fait partie des acteurs au tout début où je vendais des téléphones Motorola qui pesaient 2,5 kg aux médecins qui étaient d'alerte et ça valait l'équivalent de 25 000 euros ou je sais pas combien, eh bien
on peut estimer que, mais c'est une vision hein, qui est tout aussi juste que les autres, on peut estimer que les cryptos sont potentiellement à l'aube, quand elles vont passer les 10%, d'exploser. C'est là-dessus que beaucoup parient. Et donc on a deux, voire trois visions. Il y a ceux qui disent on va vers un ralentissement de l'adoption. Voilà, moins de nouveaux entrants, refroidis par tous les scams et les trucs à l'Argentine et à la Donald Trump. Et puis, donc, les cryptos vont se rapprocher, le marché crypto va se rapprocher du marché des actions, sauf que ça code 24 heures sur 24, 7 sur 7, mais globalement, on va avoir une volatilité qui va être moindre, et puis ça va s'institutionnaliser et se stabiliser. Et puis, il n'y a pas d'intérêt, il n'y aura plus d'intérêt ni de nouveaux entrants. Et donc, les stablecoins, il n'y a jamais eu autant de stablecoins. Aujourd'hui, c'est 170 milliards de stablecoins qui ne bougent pas. Donc, il y a des gens qui se servent du stablecoin voilà, plutôt que d'avoir du dollar, alors qu'il est backé par du dollar. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a un autre courant de pensée qui s'appelle les guerriers. Voilà, je suis plutôt de cette tendance qui pense que le plus gros du cycle va arriver parce que tous les entrants potentiels ne sont pas encore là. Et donc, on dit que tous ces stablecoins qui sont immobilisés, ils ont été prépositionnés pour pouvoir acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana ou je ne sais quoi. Mais l'acte a déjà été effectué de transformer du dollar en USDT ou USDC, ou DAI ou ce qu'on veut. Et donc, ce sont des gens qui sont prêts à sauter dans le train quand ils vont s'apercevoir qu'effectivement, le train quitte la gare. Alors, pour ma part, oui, mais j'ai pas envie de jouer au loto. J'ai deux solutions. De deux solutions, choisis la troisième. Eh bien, je pense on risque d'aller vers un marché effectivement avec une croissance qui sera probablement un peu plus mature. On aura moins de volatilité, donc on aura moins de grands creux. En trading, les grands creux, c'est fait pour faire de la plus-value. On va potentiellement arrêter de vivre au rythme des halvings tous les 4 ans. Et donc, on aura peut-être des micro-bull run à un moment. Et c'est pour ça, pourquoi est-ce que je fais de l'analyse fondamentale, comme je vous ai expliqué, en allant regarder le dollar, la M2 et le prix de l'or et ainsi de suite? C'est parce que les crypto-monnaies ne sont pas hors sol. On voit bien, et là je vais vous mettre quelques diapos. On voit bien que quand on regarde le cours du dollar, le cours du Bitcoin par rapport au dollar, par rapport à ainsi de suite, on a des impacts. Et donc n'importe quelle mesure macro peut rebattre les cartes. Exemple, quand je vous disais 7% de la population, ok, mais imaginez-vous que la Chine ou l'Inde, d'un seul coup, déverrouille et autorise, voire je dirais, pousse un peu l'adoption des crypto-monnaies. Ça va être une flambée pas possible au niveau de la demande. Et donc, je pense qu'il y a tout un tas de facteurs exogènes aux cryptos qui ont un impact pas possible. Sinon, effectivement, on pourrait se dire que de toute façon, tout est dans les cours, ce qui est vrai. On peut faire que de l'analyse technique et s'en sortir très bien. Maintenant, moi, je fais un petit peu d'analyse macro en amont parce qu'à mon avis, je détecte des signaux faibles. Donc, voilà derrière ce qui va suivre, la façon dont je vois potentiellement le futur. Pour moi, tout cela ne pourra déboucher que sur une hausse. Mais encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel et en aucun cas un conseil. Et une hausse forcément sur le Bitcoin qui va prendre sa place de monnaie, de valeur refuge, mais également sur les acteurs de cet écosystème et notamment les acteurs qui apportent de la valeur ajoutée et qui répondent à une problématique et qui sont suffisamment capitalisés avec une tokenomics, c'est-à-dire une répartition du capital qui soit cohérente et transparente surtout. Cette hausse, elle aura soit la forme d'un bull run tel qu'on le connaît et un moment où le marché l'aura décidé et ou bien éventuellement ce sera une croissance régulière
en marche d'escalier avec un peu de volatilité. Mais la volatilité qui est propre au marché des cryptos depuis son existence, on voit bien qu'elle diminue de cycle en cycle et avec l'institutionnalisation, il est évident que on va aller vers un marché beaucoup plus classique, et ce qui est une bonne chose, mais ce qui est également, c'est pas pour me faire plaisir, parce que le Bitcoin, la volatilité, c'est la possibilité de faire des gains. S'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de gain, et s'il n'y a pas de gain, il n'y a pas de grosse gamelle non plus, et vice-versa. Donc, à mon avis, tout cela donc ne peut pas ne pas déboucher sur quelque chose, mais pour cela, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que si ça démarre, ça va aller très vite. Et la clé, à mon avis, réside dans la diapo que je vous ai mise, là, qui est peut-être pas tellement lisible, et donc je vais vous la lire. Et cette diapo, elle répond à la question primordiale, où est l'argent, ou plutôt d'où vient-il et comment va-t-il circuler, sous quelle forme. Alors on a vu que l'argent allait passer des mains faibles et impatientes aux mains fortes et patientes. Il va y passer une vitesse phénoménale, et quand je regarde la façon et le rythme auquel les baleines accumulent des cryptos, pour l'instant des cryptos majeurs, donc on va prendre les 5, Solana, Sui, Ethereum, Bitcoin, et puis il y en a une autre que j'ai oublié, peu importe, elles sont la gueule grande ouverte comme si elles avalaient du plancton. Et donc, quand je vous lis cette diapo, eh bien, les particuliers représentent 70% sur les 21 millions de cryptos. 70% sont dans les mains des particuliers, c'est-à-dire qu'il va falloir que les baleines génèrent un flux qui fasse passer ces 70% des 21 millions de Bitcoin dans leurs ETF ou leurs fonds de pension, et ainsi de suite. On estime qu'il y en a 7,5% qui sont perdus. C'est l'histoire de l'ordinateur mis à la poubelle, ou ainsi de suite. Les fonds ETF sont déjà à 6%. Satoshi, il est à 4,6%. Le business, donc les trésoreries d'entreprise type MicroStrategy et autres, 4%. Les gouvernements, 1,4% et autres, 0,9%, et ainsi de suite. Enfin, ainsi de suite, et il y a quelques pouillèmes qui se baladent. Voilà ce qu'est la situation d'aujourd'hui. Donc, il va y avoir des flux, et donc ma décision va consister, comme je vais vous la décrire dans le chapitre qui suit, ma décision va consister effectivement à trader comme un robot, et surtout à dézoomer et à suivre les baleines. Donc voilà, je vous décris maintenant comment je vais procéder. Alors, qu'est-ce que je vais faire de plus? Eh bien rien, et bien au contraire, je vais en faire moins mais mieux. Alors je vais déjà commencer par coller au train des baleines et utiliser leur méthodologie, parce que je sais à peu près les décrypter, du moins tout ce qui est on-chain. Après, ce qui est de gré en gré, ça m'échappe, mais on le retrouve quand même dans la taille des portefeuilles. Si on ne sait pas d'où ça vient, on sait au moins que c'est là. Et où et comment les trouver, ça c'est la base de la pêche au gros. Alors c'est moins de crypto en portefeuille pour une gestion un peu plus fine, d'autant plus que je vais hedger certaines prises de position, notamment celles dont je vais vous parler un peu plus loin. Moins, c'est des time frames plus longues, avec le graphe mensuel à la place du 4 heures en permanence sous les yeux, pour voir où je me situe et pouvoir positionner mes take profits. Moins en faire, c'est plus d'automatisme. Donc je vais continuer, et je vais surtout terminer de mettre des ordres à plage de déclenchement, des take profits que je vais engager automatiquement, et des stop loss et des stop loss suiveurs éventuellement, pour optimiser mes sorties sur les positions à perte, parce qu'il y en aura forcément. Alors trader mieux, c'est trader surtout comme un pro, et finir de me déconnecter le cerveau. Je suis encore trop au feeling et à l'émotionnel, même si j'ai des checklists et autres. Et les checklists et autres, eh bien, je vais respecter les procédures comme celles qui m'ont permis de survivre à 4000 heures de vol, dont la plupart à 30 mètres au-dessus de la mer, à un peu plus de 300 km/h. Faire mieux, c'est hedger avec des options. Donc ça demande du temps et ça demande du suivi, mais des prises de position sur ETH, et pour éviter les basculements de tendance, parce que suivre la tendance est mon ami, après ChatGPT, c'est ma meilleure amie. Faire mieux, c'est
c'est passer moins de temps dans la pratique et plus sur... Enfin, c'est mieux séparer le trading qui fait plaisir et l'investissement. C'est déjà bien séparé chez moi. J'ai deux bacs différents, mais faut que je les, faut que je sépare le mindset. Euh, Faire mieux, c'est appliquer les cycles de l'action tels que je l'ai enseigné et que je vais bien vous retrouver la diapo à mettre. J'ai déjà commencé à renforcer mon bac de 20%. Donc en gros, j'ai acheté pour 20% du SDC en euros parce que j'ai la forte conviction qu'effectivement, on est à la veille d'un bull run que j'ai pas envie de louper, même si je ne vais pas faire mieux, c'est ne pas anticiper. Encore une fois, on se prépare aux cassures et on a automatisé les prises de position après cassure. Par contre, autant que faire se peut, on n'anticipe pas parce que le marché est fourbe tout bonnement. Ensuite, je vais conforter et renforcer mes positions sur les leaders de narratifs. Il y a 4 narratifs, IA, finance décentralisée, RWA, tokenisation des actifs réels et Depine, la mutualisation de tout ce qui est outil de calcul pour l'IA. Il faut que je sois sorti à 80% pour me mettre en stand-by dès que la phase hyperbolique va commencer et probablement donc probablement au début de l'été. Et dans ce cas-là, il faut que je me mette en stand-by et reprendre des positions sur une potentielle ou une hypothétique deuxième jambe de hausse après les vacances, et ce que sur la partie que sur les gains que j'ai faits, qu'une partie des gains que j'aurais fait et que j'espère faire de façon à rester en positif. Et dernier point, il faut que j'affine ma stratégie sur 2 cycles. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut que je préserve les hypothétiques gains et que j'envisage de travailler sur 2 cycles. Mais cela sous-entend que je vais remettre en question la sacro-sainte règle du, de de holder ces cryptos. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je regarde ce qui s'est passé, pour les gens comme Paul, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime pour son travail, c'est facile de dire, je m'accroche à mes positions, je m'accroche à mes cryptos, sauf il finit par reconnaître, tout comme moi, que holder, c'est pas une bonne solution, même si on les a achetés très bas. C'est-à-dire que quand on regarde le market cap quand on regarde le market cap des petites, enfin des altcoins, si vous voulez, eh bien, en 2 semaines, sur janvier et février, le market cap a diminué de 234 milliards. Donc, c'est-à-dire que je vous ai montré une diapo où on était à moins 60 et il y en a même qui ont fait moins 80 et qui pourtant étaient des cryptos et qui sont toujours des cryptos de valeur. Donc les garder, certes c'est bien, on est têtu, mais être têtu c'est une force, être obtus c'est idiot. Et donc je pense que sur ce cycle ou sur les prochains, de toute façon, j'aurai toujours des stop-loss pour m'éjecter. Je préfère m'éjecter à moins 20 que d'attendre. Et encore une minute, monsieur le bourreau, et pour arriver à des moins 60. Je préfère m'éjecter à moins 20 et racheter derrière, même si je laisse 5% au passage au marché, plutôt que de me prendre des soupes, parce que à moins 50, encore une fois, ça veut dire qu'il faut faire x2 pour le rattraper. Donc ça, holder les cryptos et rester face au vent, non, pas forcément, c'est pas forcément la bonne chose. Ensuite, bull run ou pas, c'est le marché qui décidera, mais pas seulement celui des cryptos, hein, mais le marché dans sa globalité qui fera le choix des actifs risk-on ou pas. Et ce, notamment en fonction de la situation géopolitique. C'est-à-dire que s'il y avait d'une part une paix, qu'elle soit négociée, acceptée, peu importe, mais une paix en Ukraine, si jamais il y avait des accords commerciaux entre les USA et la Chine, il est évident que les marchés et la finance dans son ensemble prendraient un autre visage, et donc
les cryptos, forcément, joueraient là avec un effet multiplicateur sympa. Et pour ça, la seule chose indispensable, les seules choses indispensables dont on a besoin, c'est d'une tendance, et d'une tendance que l'on comprend parce qu'on a dézoomé, de la volatilité et du momentum. Et ça, plus une dizaine je dirais, de figures chartistes et surtout de rigueur dans la façon de les décrypter, de les analyser et derrière d'exécuter. Napoléon disait la force de la stratégie, c'est l'exécution, ou la difficulté de la stratégie, c'est l'exécution. Eh bien, une dizaine de figures chartistes bien exécutées, et ça suffit. Voici donc ce que je vais faire, pourquoi et comment, et ce, en y prenant du plaisir, car le plaisir, c'est le moteur, en n'engageant que ce qui ne changera pas ma vie. Sinon, autant acheter du Bitcoin en DCA régulièrement et en se contentant d'éviter les gros creux et les bruits de fond. Ça fera moins mal à la tête, ça fera moins moins de dégâts collatéraux. Merci à vous d'être resté jusque-là. Désolé pour la qualité de cette vidéo, j'ai pas vocation à en refaire. Je ne fais plus de création de contenu. Bon trade à vous et trade safe.